Je pense que l'étape du deuil, c'est passer par ce tunnel-là et l'accepter et finir par accepter de plus survivre, mais vivre, quoi. J'avais ce truc en mode putain, mais vas-y, c'est quoi mon rêve maintenant? Dans la tête d'une meuf de 22 ans que je suis, qu'est-ce que je veux? Cette séparation a été un énorme déclic de vie trop cool qui m'a permis d'aller énormément de l'avant. Bonjour à tous et bienvenue dans Micro et Ragot, le podcast où on vous donne le micro et vous nous racontez vos ragots. Aujourd'hui, on est avec Ethel. Bonjour Ethel. Coucou. Ça va? Oui, ça va et toi? Ça va. Je vois que ça va, t'es pas trop stressée. Non, pas du tout. Tant mieux. Du coup, Ethel va nous raconter son parcours, comment est-ce que le décès de son père a un peu chamboulé sa vie, mais en même temps lui a donné envie lui a donné de la force pour son parcours. Et si vous aussi vous avez envie de participer pour venir raconter votre histoire, n'hésitez pas, on a un petit formulaire dans la description YouTube. Vous pouvez aussi d'ailleurs nous suivre sur nos réseaux sociaux, Instagram, TikTok, etc. Mais aujourd'hui, donc, on est avec toi, Ethel. Comment s'est passée ton enfance? Comment s'est passée mon enfance? Au Pays Basque, à la plage, avec une famille, avec 2 sœurs, voilà, plutôt cool. Comment ça se passait avec tes sœurs? Bien, très bien. Surtout, j'ai une de mes sœurs qui a qu'1 an de plus que moi, donc très, très proche, quoi. C'est bien. Moi, j'avoue que ma sœur et moi, on a 7 ans d'écart, donc... Avec mon autre sœur, on a 7 ans d'écart aussi. Et du coup, ça se passait comment? Quand j'étais petite, 7 ans, c'était énorme. C'était beaucoup trop gros comme écart. Du coup, on n'était pas du tout sur les mêmes générations. Puis, il y a un peu ce truc quand t'es petite, tu sais, t'es en admiration de ouf devant tes grands frères et sœurs. Mais eux, ils te traitent trop mal. Ils sont en mode, va me chercher ci, fais-moi ça. Et, et du coup, moi, j'étais ce cas-là, quoi, d'admiration non réciproque. Mais, mais en grandissant, le lien s'est amélioré à un moment. Et puis surtout, enfin, moi, je pense qu'à partir du moment où tu peux partager un verre de vin ensemble, ça va mieux. Et après, tout a changé. Elle m'avait filé sa carte d'identité périmée pour que je puisse aller en boîte de nuit alors que j'étais super mineure. Et on faisait la fête ensemble. Et d'un coup, ça nous a bizarrement beaucoup rapprochés. Ouais, vous étiez très soudés, du coup, en grandissant. Ouais. Dans ton enfance, il y a eu une petite cassure un peu directe. C'est du coup le décès de ton père. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous perdez pas de temps. On peut détailler encore son enfance si tu veux. Non, mais non, il n'y a pas de souci. Pardon, j'avais mon pull. Vas-y. Il fait chaud. Voilà. Oui, évidemment, ça a été le gros choc de... Vas-y. Ça a été le gros choc de mon enfance, ce qui a totalement switché, en fait. Il y a eu un peu 2 étapes. Il y a eu l'avant-décès et après-décès. Évidemment, je pense que tous les gens qui nous regardent ou qui verront et qui ont perdu quelqu'un et qui ont connu le deuil se reconnaîtront là-dedans. Mais en plus de ça, mon père, ça a été très brutal, pardon. Très brutal parce qu'il s'est suicidé. Donc, on va dire qu'on n'a pas eu de préparation. Évidemment, il nous a pas écrit un petit mot en mode attention, J-6, ça va arriver. Donc, ça a été d'un coup. Et suite à ça, déjà, il y a le fait de perdre un parent qui est compliqué parce que les parents, surtout enfants, les parents sont les repères, en fait, je pense, quel que soit l'âge, et d'autant plus quand on est enfant et qu'on se construit à travers le regard parental. Et par-dessus cette question de deuil et de perte, il y a eu la question du suicide. Ça, qui est... C'est d'une violence énorme, quoi. C'est toi, tu penses que voilà, mon père, il me disait à tout à l'heure, je te ramène un McDo. En fait, il avait super prévu son coup et j'ai jamais eu ce putain de McDo. Et en fait, t'es là en mode la soirée, c'est pas passé comme prévu. Je venais d'avoir 12 ans. Ah oui, donc t'étais jeune encore. J'étais jeune, ouais, j'étais très jeune et j'étais avec ma sœur qui avait 13 ans. Mon autre sœur, du coup, 7 ans d'écart, était plus à la maison à ce moment-là. Mais ça a été, c'est que face à un drame pareil, je pense que déjà dans les décès, quels qu'ils soient, il y a toujours des complications dans les familles. On cherche, la souffrance, ça rend en colère, donc on cherche des coupables, tu vois. Et dans un suicide, encore plus. C'est pourquoi il était malheureux et pourquoi il a fait ça, alors que, en fait, ça tient qu'à lui, quoi. Et voilà, il y a la question de la culpabilité, de à soi pas s'en vouloir, du deuil, de se reconstruire, de arrêter de se tirer dans les pattes aussi, parce que entre
la famille, les intels, les machins, il y aura toujours le c'est la faute de toi, non, c'est la faute de toi, alors qu'en fait, c'est la faute de personne, si ce n'est de lui. Et encore, même faute, c'est pas forcément le bon mot. Quelqu'un qui souffre et qui arrive pas à avancer, bah il y peut rien, j'y peux rien, tu peux rien, personne n'y peut rien, et il faut l'accepter. Oui, c'est sa décision à lui. Voilà. Est-ce que vous avez su du coup qu'est-ce qui s'était passé? Enfin, pourquoi il en est arrivé à là? Bah oui, en fait, il y a plein de raisons qui ont fait que ce soit professionnel, personnel, sentimental, etc. Mais la première raison, c'était lui-même. En fait, mon père, il avait une maladie, il était bipolaire maniaco-dépressif. Et on va dire que ça aidait pas. Et même s'il avait plein de qualités, avec un tempérament hyper enjoué, très drôle, très spontané, bah, il avait aussi ça qui était un vrai problème, en fait. Je pense que mon père, comment dire, sans faire un énorme tunnel, je pense aussi qu'il a vécu à une époque où enfin, à une époque, c'était il y a pas longtemps, mais je veux dire, aujourd'hui, ça se déconstruit davantage, mais je pense que il a été aussi homme à une époque où il fallait vraiment prouver beaucoup. Et mon père, c'était un énorme hypersensible qui, je pense, aurait bien voulu pleurer davantage et avoir moins ce regard sociétal sur lui. Et en fait, il n'a pas réussi à y faire face. Il était trop dans le regard de l'autre, trop dans le besoin d'être aimé, trop dans le je suis un homme, je suis un chef de famille, et dans un truc hyper en fait macho, alors qu'en fait, il était pas forcément comme ça. Ouais, ça C'est- le C'était correspondait pas. Ouais, voilà, ça lui correspondait pas. Mon père, c'était un méga hypersensible, tu vois. Et, et je pense qu'il a voulu, en plus au Pays Basque, tu vois, au Pays Basque, même si, voilà, encore, enfin, ça reste là, c'est pas Paris. Je veux dire, dans le sens où Paris, c'est beaucoup plus éclectique, les gens se mélangent beaucoup plus. Bah, au Pays Basque, c'est beaucoup plus fermé, tout le monde se connaît, on va tous au même endroit, on va au même resto, on sort au même truc. Et du coup, il y a ce regard sur l'autre qui est quand même, je trouve, pour avoir vécu dans les deux, beaucoup plus présent dans le sud-ouest, enfin là où j'ai grandi en tout cas, que ici. Et c'est vrai que lui, ce regard-là, ça comptait beaucoup trop pour lui. Et du coup, ce truc de il faut montrer, alors qu'en fait tout le monde s'en fout, c'est surtout lui qui me donnait de l'importance à ça, mais il faut montrer sa baraque, sa caisse, son écran télé, les voyages, tout un peu étalé pour prouver. Je pense que mon père avait, bon voilà, hein, je pense qu'il aurait dû voir un psy bien plus tôt, hein, mais qu'il avait cette espèce de rivalité aussi avec son père, cette espèce de rivalité père-fils. Enfin, après, tout ce que je dis, c'est aussi des si, parce qu'en soi, j'étais tellement jeune quand il est mort qu'on n'a jamais pu se poser avec un verre de vin, une clope pour se dire alors, dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé Mais tu vois. c'est ton opinion, c'est ce que tu en as Mais déduit. c'est mon opinion, c'est ce que j'en ai déduit déjà de ce que j'ai connu de lui. J'étais quand même très proche de lui. Et aussi de ce que j'ai entendu, de ce que j'ai vu, du discours que j'ai eu avec ma mère, avec ma grand-mère, avec des amis à lui, etc. Donc c'est aussi ma déduction finale de tout ça. Je pense qu'en fait, voilà, il a jamais assumé pleinement ce qu'il était parce qu'il pouvait pas. Et que de par sa maladie et son hypersensibilité, de vouloir être à tout prix dans des cases et des critères sociétaux, bah ça l'a achevé, quoi. Est-ce que toi, tu le sentais un peu venir ou pas? Ouais, ouais, je l'ai senti venir, mais je l'ai senti venir. Et bah après, mes sœurs et moi, autant les unes que les autres, on est toutes très hypersensibles comme lui, hein, mais c'est vrai que moi, j'avais un lien assez particulier avec lui. On était très proches, on se ressemblait beaucoup, on nous le disait beaucoup. Encore aujourd'hui, on me le dit hein, énormément, on me dit: «Oh, mais qu'est-ce que tu ressembles à ton père?» et et c'est vrai que j'étais proche de lui et que ce truc un peu intuitif, instinctif, il avait beau essayer de nous cacher sa dépression, mettre le réveil le soir pour être debout avant qu'on rentre de l'école, etc. Il avait beau nous le cacher, on le sentait. Et moi, peu avant sa mort, je me rappelle avoir dit à ma mère d'un coup, j'avais 11 ans à ce moment-là, lui avoir dit Maman, papa, il va se suicider. Et elle m'avait dit Mais non, il vous aime trop, il aime trop la vie pour ça. Et en fait, quand on m'a annoncé sa mort, c'est le premier truc auquel j'ai pensé, quoi. Et en mode putain, elle m'a menti, mais en fait, elle m'a pas menti, elle pouvait pas se douter une seconde. Et elle avait raison. Après, il y avait quand même quand t'es enfant, je trouve que quand t'es enfant, on te prend un peu, pas pour un con, mais on va dire qu'on essaie un peu de t'éloigner du truc, alors que les enfants sont très intelligents, ils captent tout, ils ressentent tout beaucoup plus, je pense, que certains adultes. Et en fait, on a beau cacher. Moi, je trouve ça dommage, ce truc un peu de vouloir à tout prix préserver les enfants, alors que bah non, en fait, faut s'y confronter, faut accepter. Moi, je pense que j'aurais été plus prête à certaines choses si on m'avait parlé, si on m'avait dit voilà, ton père il est malade, il a cette maladie, il a ce souci. Je pense que j'aurais beaucoup plus accepté, je sais pas.
Ouais, c'est Mais le fait de garder l'innocence des enfants à tout prix. ouais, mais l'innocence, elle est déjà perdue, en fait, tu vois. Et c'est pas parce que t'apprends une vérité que tu en perds ton innocence pour autant. Et en fait, surtout, vu qu'on te cache des choses quand t'es enfant, t'as un peu ce truc où du coup, t'es beaucoup plus sensible aux signes, tu vois. Et moi, je me rappelle, mon père, quand il était malade, il y avait un truc qu'il faisait tout le temps, c'est que, et ça annonçait la dépression, ça annonçait des semaines de tunnel de, de, de malheur qui arrivaient, c'est qu'il se lançait la trilogie du parrain de Coppola. Et donc, dès qu'on entendait dans la maison, bah, volet fermé, le petit la 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 la, on se disait, bon, bah, il y a quelque chose qui va se passer. Merde. Alors attends, on a un commentaire qui nous dit est-ce que tu en as voulu à ta mère parce que tu l'avais prévenu qu'il allait le faire? Et que du coup, j'imagine qu'elle n'a pas forcément Bah non, mais pas agi. du tout, ça va pas, évidemment que non. Mais bien sûr que non. Genre, j'en ai jamais. Je pourrais jamais en vouloir à ma mère de ça. Je pourrais jamais en vouloir à ma mère de rien, d'ailleurs, hein, concernant cette situation. En fait, on peut en vouloir à personne. Voilà. Si ce n'est à soi-même. C'est ça qui est triste. C'est que personne n'est à blâmer, mais des fois, on s'en veut à soi. Et des fois, on en veut à la personne qui a commis l'acte. Mais en fait, faut le relativiser aussi, ça. Et ma mère, je pense que sa part de culpabilité, elle se l'est déjà suffisamment infligée. Et non, bien sûr, en fait, mais même. En fait, on peut même pas dire que je l'avais prévenue. Je l'ai prévenue de rien. Moi, j'étais une enfant de 11 ans qui a eu une intuition et qui lui a partagé. Mais en fait, je me demande même si elle s'en rappelle de ça. Parce que tu peux jamais prévenir de ça. Je suis pas arrivée en mode du futur avec une machine en disant attention, telle date, il va mourir, faites attention. C'est que moi, sur ma mentalité d'enfant et ma spontanéité d'enfant, j'ai sorti ça aussi. Et même pour ma mère, mais ça devait être inconcevable d'avoir une information comme ça, parce qu'elle-même, elle faisait déjà tellement, je pense, pour être là pour lui à ce moment-là, que. Il y a une sorte de déni aussi. Ben, bien sûr. En fait, on peut pas dire ah, attention, telle personne va mourir et dire bah ouais, t'as raison. C'est impossible. Voilà. Bon, si j'ai assez répondu à ta question, mais non, je leur veux pas, je leur voudrais jamais de ça en tout cas. Je leur voudrais d'autres choses, mais c'est entre elle et moi. Et du coup, parce qu'à 12 ans, c'est super jeune, comment est-ce que tu as traversé ce deuil? Parce que surtout, comme tu l'as dit, c'était, ça sortait de nulle part. Et ben, comme un long fleuve pas très tranquille. C'est on dit qu'un deuil ça dure. Enfin, on dit ça pour l'amour aussi, mais on dit qu'un deuil ça dure 3 ans. Et pour le coup, moi, j'ai vraiment ressenti que ça avait duré 3 ans. Et en fait, en soi, le deuil, c'est quoi? C'est le moment où on va accepter la situation. C'est à quel moment où on va accepter de vivre avec, tu vois? Et pour moi, ces 3 ans-là, pour moi, il y a d'autres gens, c'est un sujet dont j'ai beaucoup parlé avec beaucoup de gens dans ma vie. Je sais que ça n'a pas toujours été le cas pour tout le monde, mais c'est vrai que moi, ça a été vraiment ces 3 ans-là que j'ai eu besoin, dont j'ai eu besoin, pardon, je sais absolument pas m'exprimer, dont j'ai eu besoin pour réaliser. Vraiment me dire, ok, il est parti, il est mort, il ne reviendra pas. Et, et vivre avec et accepter de vivre avec. Par contre, après, le manque, il part jamais. Oui, ça, c'est sûr que tu auras toujours cette sensation de mince, il est pas là. Ouais. Bah, surtout dans les événements, tu vois, genre les 18 ans, le premier voyage, quand tu construis ta relation amoureuse, enfin, tu vois. Il y a tout ça qui est délicat. À dissocier le deuil et le manque. Le deuil, c'est vraiment le tunnel de la souffrance, quoi. Et souvent, en plus, t'es pas seul. Mais, en fait, c'est ça qui est bizarre. En deuil, quand tu passes par un deuil, tu n'es pas seul du tout, mais tu te sens seul comme jamais. T'as l'impression que la souffrance que tu ressens, personne peut la comprendre et personne peut la ressentir, alors qu'il y a plein de gens autour de toi qui souffrent et qui subissent ce deuil aussi d'une manière différente. Et il y a un peu ce truc de pourquoi le monde continue de tourner. Pourquoi vous êtes là à rire et à faire des vacances et tout ça alors que c'est pas possible, tu vois. Et en fait, je pense que l'étape du deuil, c'est passer par ce tunnel-là et l'accepter et finir par voilà, accepter de plus survivre, mais vivre, quoi, tu vois. Mais du coup, comme tu étais jeune, comment est-ce que ça t'a permis, comment tu t'es construit autour de ça en grandissant? Par mes projets. C'est là où t'es arrivé. Oui. Bah, par mes projets, évidemment. Bah, en fait, attends, comment dire pour pas faire que de la merde. Mais en fait, déjà, quand tu vis un truc comme ça, quand t'es jeune, t'es obligé de devenir un peu adulte d'un coup. Sans devenir adulte, mais on va dire que déjà toi-même, tu te mets dans une case de responsabilité assez forte. Et puis en fait, les autres aussi autour de toi,
sans le vouloir, inconsciemment, te mettre un peu dans cette case-là. C'est genre, bon, allez, t'es plus une enfant, quoi. C'est ce que ta mère a fait? C'est ce que les gens ont fait, je pense. C'est ce que les gens ont fait, mais sans le vouloir, en fait. C'est sans le vouloir, sans le concevoir. Mais encore une fois, voilà, le deuil, c'est la solitude, hein, c'est la souffrance. Hein. Donc, quand on est dans notre tunnel de souffrance, on voit pas celle des autres. Et du coup, on demande aux autres de faire des efforts. Et, et voilà, et moi, j'ai l'impression d'avoir dû grandir d'un coup, que c'est quelque chose à la fois qu'on m'a plus ou moins imposé, mais que je me suis aussi imposé à moi-même. Parce que tu peux plus rester une enfant après avoir vécu un truc comme ça. Mais voilà, par contre, moi, ce que ça m'a amené dans le fait de vouloir grandir vite et de vite passer à autre chose, c'est que ça m'a amené à faire des conneries très vite, puis aussi à me ressaisir très vite. Et du coup, ça m'a aussi développé une. En fait, c'est triste, mais la mort de mon père m'a aussi permis de développer une créativité. Certes que j'avais déjà, j'étais complètement schizophrène dès l'enfance. Hein. J'écrivais beaucoup, j'aimais les films, j'aimais chanter, danser, j'écrivais des spectacles, enfin je faisais plein de choses petites. Mais quand il est mort, ça a donné beaucoup d'avance à ça, comme s'il y avait un espèce de coup d'essence énorme qui était parti dans le moteur, quoi. Ouais, ça t'a précipité sur tous tes... Ouais, bah surtout en fait, toute cette souffrance, ça m'a... Putain, phrase trop chiante, ça m'a inspirée. T'es une artiste de toute façon. Ouais, voilà, je suis une artiste. Créer, c'est souffrir. Non, non, je rigole, c'est pas que par la souffrance, heureusement. Mais en fait, oui, par contre, pour ce coup-là, la souffrance m'a inspirée. Et pour moi, c'était tellement fort ce qui se passait, c'est qu'il fallait que je le mette sur papier. D'ailleurs, quand il est mort, j'ai eu besoin, je voyais les gens faire la fête comme s'il fallait à tout prix me montrer que ça allait, alors que putain, non, ça va pas, acceptons-le, quoi. Et du coup, même ça me saoulait. J'avais écrit un discours que j'avais dit à son enterrement. Enfin, voilà, l'écriture est devenue importante, on va dire, à ce moment-là, plus encore qu'avant. Et moi, bah, évidemment, ce truc-là, ça m'a inspiré mon premier film. Mon premier film, c'est un film sur le deuil. C'est les figures masculines d'une famille qui sont décédées et les femmes de cette famille qui, après s'être déchirées, se retrouvent pour essayer de traverser ce deuil ensemble. Ce film, il parle de ça. Et ben, quand j'ai eu 15 ans et que je suis arrivée dans un lycée avec des options artistiques, bah, j'étais très proche d'une amie avec qui je lui proposais ce scénario-là. Et au final, on est parti et on a réalisé ça à 15-16 ans et c'était génial. Et on a écrit le truc ensemble, on a réalisé ensemble, on a monté ensemble. On a visé un festival dans lequel on a été sélectionné, dans lequel on a reçu un prix. Et ça a été le début, en fait, de ma carrière dans le cinéma. Enfin, ma carrière. Attendez, calmons-nous. Ça a été mes débuts de mon goût du cinéma et dans le fait que je fasse des films encore aujourd'hui. Ça a été le début, quoi. Mais justement, c'est délicat d'écrire avec ses sentiments, surtout quand là, ça vient un peu d'un deuil. Comment est-ce que tu as réussi à gérer le fait que tes émotions ne t'emportent pas sur ton écriture? Mais justement, je les ai laissés m'emporter totalement. Il fallait. Il fallait. Et ça a été. Après, une fois que c'est emporté et que le scénario est un bordel, après ça, on canalise. Après ça, on réduit, on canalise, on regroupe de quoi on veut parler, qu'est-ce que je veux faire ressortir de ça, qu'est-ce que je veux affronter par le deuil aussi. Et en fait, faire ce film-là, à 15 ans, ça a été aussi une manière de faire ce deuil, quoi. J'avais besoin de parler de ça. Et, et pour moi, c'était un sujet... en fait, on n'aime pas la souffrance, tu vois. On est, tu vois, de Vice Versa, super exemple, j'adore. Tu vois, dans Vice Versa, il y a les émotions et il y a joie. Et joie, on dirait une nouvelle start-up à Paris qui vient de se lancer en mode il faut qu'on soit trop heureux et puis on a un baby-foot juste là et puis on va faire des after-work et puis trop bien et puis génial et tout ça. Mais sauf que la joie sans la tristesse, elle est rien, quoi. C'est un bon équilibre. Voilà, tout est équilibre, tout est question d'équilibre. Et si t'es que dans la joie tout le temps, bah tu vas exploser. Si t'es que dans la tristesse, bah pareil, hein, tu vas sombrer. Et il faut canaliser et équilibrer. Tout est question d'équilibre. Et, enfin, je pense, hein. Et je pense que même quand tu subis un deuil ou quelque chose de violent ou de dur dans ta vie, il y a un peu ce truc autour de bon, c'est bon, allez, il faut se remettre. C'est au bout de 6 mois, les gens ils disent bon, allez, c'est bon, allez, on avance, il faut avancer. Tu sais, je crois que c'est la phrase que j'ai le plus entendue quand mon père est mort, c'est maintenant, faut avancer. Faut pas se laisser abattre. Voilà, faut pas se laisser abattre, faut avancer. Il est mieux là où il est. Et t'es là, mais bande de bullshit, quoi. Mais laissez-moi être triste, j'en ai besoin. Souffrir, c'est être en colère, c'est être triste, c'est laisser un peu la joie de côté. Et en fait, on a besoin de ça. Moi, j'ai eu besoin de ça, tu vois. J'ai eu besoin d'être en colère, d'en vouloir au monde, de pleurer. Et même aujourd'hui, parfois, aujourd'hui encore, des fois, j'ai besoin encore d'en pleurer. D'en être triste, de me dire, quand je vis quelque chose de fort et d'important, bah là, j'ai réalisé mon film la semaine dernière, ça
Ça a été quelque chose d'énorme, ça a été un énorme projet. Bah, évidemment, ça me rend triste qu'il ait pas été là, tu vois? Ouais, c'est surtout que c'est des grandes étapes qui sont très importantes pour toi. Donc, vu que Ouais, c'était une personne importante, bien sûr, il a sa place avec toi. bien sûr et alors qu'il est mort il y a des années, bah, c'est quelque chose qui m'affecte et j'aurais aimé qu'il soit là en figurant, j'aurais aimé lui montrer et j'en ai versé une larme pendant la prépa et j'en verserai une après pendant la projo et c'est normal et ça veut pas dire pour autant que je suis pas heureuse parce que je suis bien aujourd'hui. Je suis bien dans ma vie, je suis heureuse dans mes projets et je sais que cette force-là, c'est lui aussi qui me l'a amenée et pour moi, c'est là aussi où je peux pas en vouloir ni à lui, ni à ma mère, ni à moi, ni à personne. C'est que, bah, faut aussi être putain de courageux pour aller se flinguer, quoi. Et cette force-là, bah, elle lui a pas permise de vivre, mais je peux pas lui en vouloir, en tout cas. Et justement, qu'est-ce que tu gardes encore de lui qui te booste sur son parcours? Je sais pas De si ma lui, question... Ouais. bon, son énergie, hein. Le mec, c'était un fonceur, hein. Un gars, fallait pas se mettre au milieu. Mon père, il parlait pas chinois, il disait, tiens, je vais faire un truc, il le faisait. Et moi, je suis un peu pareil là-dessus. Je suis en mode, eh, venez, on fait un projet, on fait ça, on y va. Et lui, il était très aventurier, il aimait voyager, il aimait monter des projets, il avait toujours plein d'idées à la seconde, très très drôle. Et moi, c'est des choses, des, enfin, des qualités, à travers ses défauts, certes, mais des qualités qu'il avait que j'aime encore aujourd'hui et dans lesquelles j'aime me reconnaître en lui. Ouais, c'est important en plus que tu puisses garder une partie de lui dans ton caractère, entre guillemets. Ouais, et en même temps, pas non plus à 100%. Je sais que justement, la phrase ah, tu ressembles beaucoup à ton père, ça, ça me fout un peu le bourdon aujourd'hui. Quand j'étais petite, ça me touchait, et aujourd'hui, je suis en mode bon, c'est bon, je suis pas mon père, quoi. Et c'est vrai qu'il y a un peu ce truc aussi, quand quelqu'un meurt, de vouloir le faire vivre ou la faire vivre à travers quelqu'un d'autre, alors que bah, ça aussi, c'est un peu fucked up, je trouve. Tu vois, comme de vouloir à tout prix être que joyeux ou de vouloir faire vivre quelqu'un décédé par quelqu'un d'autre. Non, on est tous particuliers. Par contre, bon, c'est pas parce que quelqu'un est mort que d'un coup il était que qualité. Et c'est pas parce que quelqu'un est mort qu'il faut à tout prix le faire revivre. Et je pense que mon père avait. Enfin, non, je sais que mon père avait plein de défauts, mais aussi plein de qualités. Et il y a des défauts qu'il avait que j'ai, et des défauts que j'ai qu'il avait pas. Et pareil pour les qualités. Et par contre, c'est vrai que sur le côté fonceur, second degré, aventure, bah oui, là-dessus on se ressemble et c'est trop cool. Tu as beaucoup voyagé toute seule aussi, Ouais. parfois sans sécurité, entre guillemets. Qu'est-ce que ces départs ont... Qu'est-ce qui t'ont poussé déjà à partir comme ça? Bug Grosse énorme. réflexion. Grosse réflexion, bah, beaucoup de choses. Bon, bah, déjà, attention, on s'y attend pas du tout à ça là. Bah, mon père, déjà, pour commencer. En fait, c'est lui qui m'a fait beaucoup. Il nous a fait beaucoup voyager quand on était petite. On s'est fait vraiment des gros voyages avec lui avant qu'il décède. Et c'était assez incroyable d'avoir cette ouverture énorme, déjà d'avoir les moyens qui le permettent et d'avoir cette ouverture énorme sur le monde et sur d'autres choses. Et de faire des gros voyages, des longs voyages en immersion parfois. C'était assez fou. Et ça, c'est une phrase pour le coup que j'ai beaucoup dite. C'est le plus bel héritage que mon père m'ait laissé, c'est son goût et son amour pour le voyage. Et c'est vrai. Et encore aujourd'hui, je sais que ça vient de lui, en partie. Après, il y a l'inné, il y a l'acquis. Il y a ce qui m'a transmis et il y a ce qui venait de moi également. Et ce côté voyage, aventure, etc., ça, c'est un truc que j'ai toujours eu beaucoup, beaucoup. J'adore l'inconnu, j'adore apprendre, j'adore partir. Et c'est vrai qu'il m'a amené ça, mais après, je l'ai développé et écouté par moi-même aussi. Et en fait, quand j'étais plus jeune, ouais, je suis toujours jeune, hein, mais je veux dire, avant ma majorité, ou alors à peine à ma majorité, j'ai j'ai beaucoup voyagé avec ma sœur ou toute seule. Et en fait, quand j'ai eu... à la base, avant mes études, je voulais partir, voyager, faire un tour du monde, etc. Et ça a toujours été des rêves. Enfin, j'ai toujours eu des rêves de voyage, d'aventure, d'aller découvrir d'autres choses, etc. Et en fait, quand il a été question d'étudier, je me disais que c'était quand même plus judicieux de d'abord étudier et après partir. Parce que en faisant l'inverse, c'est plus dur de revenir. En fait, revenir, c'est toujours un peu compliqué. Parce qu'il y a quand même un déséquilibre qui se fait et c'est pas évident de le retrouver. Parfois, ça peut prendre du temps avant de vraiment se remettre sur les rails, retrouver une stabilité financière, etc. Ça peut être très long.
et très déstabilisant. Et du coup, je me disais, si je pars, mais que j'ai mon diplôme, que j'ai déjà des skills dans un domaine, dans mon cas l'audiovisuel, parce que du coup j'ai fait une école de cinéma à Paris, je trouvais ça plus judicieux que de partir à 18-19 ans et après revenir, devoir se remettre dans des études. Je me disais, ça va être cafard, ça va être. C'est vrai que d'habitude, c'est l'inverse. Normalement, les gens partent et après viennent faire les études et travailler, tout ça. Ouais, ça dépend. Ça dépend. Pour le coup, en voyage, j'ai croisé de tout. Soit des gens qui ont fait avant leurs études, soit après. Mais moi, j'ai préféré faire comme ça. J'ai fait mes études, j'ai passé mon diplôme, j'ai fait plein de choses, c'était super, j'ai appris énormément de choses. Puis j'ai grandi aussi. Je pense que j'avais pas forcément la maturité pour partir seule à 19 ans et que j'avais besoin d'un ancrage plus fort, de gagner confiance en moi. Enfin, j'avais pas tout ça à 19 ans. Cette confiance, cette détermination, j'étais encore beaucoup trop aussi dans le regard des autres, dans le doute. Et ça, bon, au bout d'un moment, voilà, ça, on avance. Bah, justement, quand j'ai terminé mon diplôme de cinéma et que je l'ai obtenu, j'ai eu un peu deux choix. De bon, bah, est-ce que je reste ici et vraiment je me stabilise à Paris, je me fais des contacts, je développe mon intermittence, etc. Ou est-ce que je pars à l'étranger, etc. Et en fait, à la même année, au même moment où j'ai eu mon diplôme, c'était les 10 ans de la mort de mon père. Et en fait, pour les 10 ans, on a fait un truc de ouf. On a fait une soirée trop géniale. Et puis surtout, la dernière volonté de mon père, c'était que ses cendres, il voulait être incinéré, que ses cendres soient dispersées à la Rune, qui est la plus haute montagne du Pays Basque. Parce qu'il adorait cet endroit, il partait tout le temps en rando là-bas, etc. Et du coup, en fait, cette volonté, parce que bah, sur le moment, c'est difficile, on n'a pas suivi cette volonté-là. Enfin, bon, de toute façon, moi, j'avais pas beaucoup de mains à ce moment-là parce que j'étais quand même très jeune. Mais sur le coup, ça s'est pas fait. Puis après, d'une année à l'autre, ça s'est pas fait. Et en fait, tous les 10 ans, tu as un espèce d'abonnement au cimetière que tu renouvelles. Ah bon? Ouais, Je savais pas. je savais pas non plus. Et j'ai appris ça au bout de 10 ans. Et en fait, du coup, la question est revenue en mode, ah, mais attendez, ça fait 10 ans, peut-être qu'il serait temps qu'on le ressorte de son urne et qu'on aille disperser ses cendres. D'ailleurs, normalement, je crois que c'est pas légal de faire ça. Du coup, je sais pas si. Bon, c'est pas grave, trop tard. Mais de toute façon, vous savez pas où il est. Au pire, je n'irai. Mais du coup, voilà, on a récupéré son urne pour aller disperser ses cendres dans un coin. On ne dira pas, on ne dira pas. Qu'on ne dira pas. Et et du coup, c'était les 10 ans. Donc, on s'est dit, bah, autant faire les choses à fond. On va aller disperser, mettre ça quelque part. Et après, faire une teuf avec plein de gens, etc. Et ça a été un moment super fort. Il y avait mes deux sœurs, il y avait ma mère. Le soir, il y avait plein de potes de mes parents qui étaient là. On a bu des coups en se racontant des anecdotes. C'était tellement drôle. On s'est vraiment raconté des anecdotes, mais pas que c'était génial ce moment parce que c'était pas que du oh ton père c'était un mec super, il a fait ça. C'était aussi du putain, une fois il m'a fait un coup ce bâtard et tout. Et c'était tellement drôle, mais on en pleurait de rire, toutes ces anecdotes qui sortaient, qui étaient dans la spontanéité, la véracité. C'était pas juste du on brosse dans le sens du poil le C'était la défunt. réalité. C'était la réalité. Et c'est ça qui était bon quoi dans ce moment, c'est ça qui était fort de ouf. Et en fait, ce jour-là, avec ma mère et mes sœurs en voiture, on s'était baladé dans le Pays Basque. On était passé justement voir notre ancienne maison, la première maison dont je me rappelle, qui est une maison qu'ils avaient construite avec mes parents. Et on était passé de voir cette baraque et tout. Et on a parlé de mon père, justement, et de ses rêves inaccomplis, de tout ce qu'il ne voulait pas faire, de ce qu'il voulait faire, mais ce qu'il ne réussissait pas à faire, au nom de la société, au nom du regard que son père lui portait, etc. Et elle nous disait, mais des fois, on parlait le soir pendant des heures, il me disait, mais je rêverais tellement juste de tout plaquer et qu'on parte faire le tour du monde en voilier, qu'on foute les filles au CNED et qu'on se casse. Ou alors il disait d'autres choses, mais il rappelait ça beaucoup, en mode ouais, j'aimerais qu'on ait un potager, qu'on ait un foyer, qu'on ait un truc, qu'on parte en mer. Enfin, il avait des trucs comme ça qui rappelaient à ma mère, et ma mère me parlait de ça beaucoup. Enfin, elle nous parlait de ça beaucoup à ce moment-là, et j'étais en mode putain, c'est dommage parce que je pense que une des choses qui a tué mon père, c'est aussi tous les rêves qu'il a jamais réussi à suivre, quoi. Et à ce moment-là, j'étais là dans la voiture et je me disais, putain, mais là, c'est quoi mon rêve maintenant, tout de suite? Vraiment, si je m'écoute et que j'en ai rien à foutre des contacts à Paris ou de développer un truc maintenant, j'avais quel âge à ce moment-là? J'avais 21 ans ou alors 22 ans à peine, un truc comme ça. Ben oui, du coup, 22 ans. Je venais à peine d'avoir 22 ans, 10 ans. Happy birthday. Et, et j'avais ce truc en mode, putain, mais vas-y, c'est quoi mon rêve maintenant? Dans la tête d'une meuf de 22 ans que je suis, qu'est-ce que je veux? Et je me suis dit, bah, en fait, je veux partir en Asie, je veux travailler avec des animaux, je veux aller bosser en refuge et faire des petits films, et voilà, et advienne que pourra, quoi. Ouais, voilà, ça a été, on va dire que j'étais déjà prête à faire ça,
Mais j'avais besoin d'un déclic et ce fut le déclic. Et du coup, bah, après, je suis partie pour faire. Du coup, je me suis dit, vas-y, en fait, je veux faire ça, quoi. Et du coup, je l'ai fait. Et en fait, après ça, je suis rentrée à Paris. J'ai, pour faire une première étape, je voulais faire les choses bien. Du coup, pour une première étape, je suis partie toute seule faire un interrail. Donc, je me suis fait vraiment un espèce d'énorme road trip en train et en bus en Europe. Où là, je suis passée par plein de choses. Puis, j'avais un forfait interrail. Et en fait, une fois qu'il a expiré, bah, j'ai continué. Je suis pas rentrée de suite. Et j'ai fait divers stops, etc. Et vraiment, je suis restée seule tout le temps. Il y a un moment où, enfin, j'ai rencontré des gens sur la route, etc. Mais je voulais faire ce voyage seule. Je voulais vraiment passer d'une étape à l'autre seule. Il y a un moment où ma sœur, quand même, est venue me rejoindre en Slovénie, mais c'était juste quelques jours et c'était ma sœur. Mais sinon, même quand je rencontrais des gens et qui étaient en mode ouais, on se suit, on va à tel endroit, j'étais en mode non, non, c'est mon chemin là, c'est mon trajet. Ouais, tu voulais être seule. Ouais, je voulais voir si j'en étais capable en fait, surtout. Parce que vu que l'étape d'après c'était l'Asie, je me disais si l'Europe c'est compliqué et que j'ai besoin d'être rapatriée parce que c'est le bourdon, bah l'Asie ça va être pire, donc faut que je m'y prépare. Et voilà, et du coup ça m'a permis de voir un peu les erreurs du voyage seul aussi. Bah, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien, qu'est-ce qui me plaît, qu'est-ce qui me plaît pas. J'étais en mode, bon, ben, voyager seule, déjà, je sais le faire, super. Mais par contre, ce que j'ai pas fait en Europe, mais ce que j'ai besoin de faire après, c'est d'avoir un objectif en voyage. En fait, partir pour partir et être seule dans une ville en auberge où juste tu rencontres des gens, tu fais un peu la fête, bah ça, c'est énergivore de ouf, quoi. Donc je m'étais dit, bah, j'ai besoin d'un objectif. J'ai besoin que chaque pays ou chaque chose que je fais, il y ait un truc, il y ait soit un boulot, donc un volontariat, donc une question d'apprentissage derrière, ou alors d'aller dans tel endroit parce que j'ai envie de voir telle chose, ou d'aller dans tel endroit parce que j'ai envie de filmer telle chose, qui est vraiment, voilà, ou d'aller là parce qu'il y a tel road trip que j'ai envie de faire, qu'il y ait des objectifs à chaque fois, tu vois ce que je veux dire? Ouais, que ça soit un peu plus construit que juste, pas juste YOLO, quoi. Voilà, c'est ça. Même si le YOLO arrive de temps en temps, hein, ça, on n'y peut rien. Mais ça a été au final, le YOLO en voyage seul à l'étranger, il y a un moment où tu es très vite fatigué quoi, de ça. Alors que là, d'avoir un objectif en tête, que ce soit aller rencontrer quelqu'un, aller faire un truc de yoga, aller découvrir telle fontaine ou filmer tel temple ou j'en sais rien, bah, c'est un objectif, même des petits objectifs, ou se renseigner sur telle philosophie de machin, c'est les objectifs. Du coup, j'avais ça un peu en tête pour l'Asie. Et vu que je voulais trop travailler avec les animaux, bah, je m'étais dit l'objectif, ça va être d'apprendre là-dedans. Donc vraiment de trouver des volontariats animaliers en refuge, etc., pour apprendre un peu le soin, la gérance auprès des animaux, etc. Et à côté, j'avais ma petite caméra. Du coup, je suis partie je suis partie en couille, en fait. J'ai rendu mon appart, j'ai vendu mes fringues, j'ai vendu mes meubles, j'ai acheté une caméra, j'ai pris un aller simple et je suis partie. Ouais, tu t'es remis ta vie à zéro, quoi. Ouais. Même si je savais que ça allait pas être définitif, c'était ce dont j'avais besoin à ce moment-là. Et puis en fait, j'avais pas quelque chose qui me retenait en France à ce moment-là, donc je savais que c'était le moment. À ce moment-là, j'avais pas de travail parce que je sortais d'études, j'avais pas de relation non plus. Donc j'avais pas. Enfin, tu vois, c'est des choses qui sont plus délicates quand t'es un peu ancré. Bah, quand t'es en relation, c'est une question que tu poses à deux. C'est est-ce qu'on y va ensemble ou pas? Est-ce qu'on fait un mois chacun de notre côté et puis on se retrouve? Tu vois, quand t'as un boulot, bah pareil, tu pars pas indéfiniment. Tu prends des congés ou alors limite tu démissionnes, mais du coup c'est compliqué. Peut te recréer une instabilité. Enfin voilà, là j'étais à un moment où je savais que c'était le moment. J'étais en mode de tant que j'ai personne dans ma vie, que j'ai pas de taf, que j'ai pas de machin, pas trop d'objectifs, tout ça, let's go, cassons-nous, carapatons-nous parce que après, compliqué. Ouais, c'était maintenant ou jamais, quoi. C'était maintenant ou jamais. Et du coup, pendant le parce que donc tu à peu près à quel âge quelle année, pardon, quand tu pars, Et 2019, Oui, le c'est ça. Covid m'a ramené. Parce que c'est ça, donc le Covid, c'était au moment où tu étais au Népal, c'est ça? Ouais, ah ouais. Oui, bah du coup, évidemment, mon voyage en Asie, c'est pas du tout passé comme je pensais, mais c'est génial. Mais en fait, moi, j'étais en mode, ouais, je vais commencer par la Thaïlande, puis je vais descendre vers le sud, et puis aller en Australie, etc. Pas du tout. Je suis partie totalement de l'autre côté, puis je suis pas du tout allée au pays où je pensais aller. Et voilà, donc le voyage s'est totalement réécrit au fur et à mesure que je le vivais. Et puis surtout, dépendait des petits jobs et volontariats que je trouvais. Et quand je voyais une mission qui m'intéressait, que je postulais, bah, soit je l'avais, soit je l'avais pas. Mais quand je l'avais, du coup, ça me redirigeait vers. Voilà, je voyageais pas du tout selon forcément l'envie de base, mais là où le taf m'amenait, on va dire. Et en fait, de fil en aiguille, bon, j'ai fait plein de trucs. Et de fil en aiguille, je suis arrivée au Népal. Au Népal, où j'ai d'abord. En fait, le Covid était déjà arrivé à ce moment-là. En Asie, surtout, c'était beaucoup plus présent, mais c'était super bien géré quand même.
Les gens se protégeaient, faisaient attention. Mais après, en Asie, c'est quand même beaucoup plus de rigueur, beaucoup plus, voilà, on fait beaucoup plus attention à l'hygiène. Il y a toujours des gels hydroalcooliques dans les boutiques partout. Les gens portent les masques beaucoup plus. Mais même avant le Covid, en fait, c'est dans la culture. Et c'est la tradition. Voilà, donc ça n'a pas autant striké qu'en Europe. Quand je suis arrivée au Népal, à la base, j'ai bossé un peu dans un refuge pour chiens. Et après, en fait, j'étais partie parce que j'avais été prise avec une association scientifique qui fait des études et des recherches dans des lieux assez primaires, donc des jungles, des montagnes, etc., pour étudier la faune et la flore, la biodiversité, dans le but de préserver certains endroits. Et donc, cette association scientifique, qui est une asso suisse, faisait une mission au Népal, pile au moment où j'avais un peu rien à faire. Et j'avais des trucs de prévu, mais à ce moment-là, rien de prévu. Donc, je me suis dit, bon, j'avais pas du tout prévu d'aller au Népal, mais allons-y quand même. Et, du coup, j'ai postulé, j'ai été prise, j'y suis allée. Et en fait, très vite, quand je suis arrivée au Népal, il y avait un peu cette peur du Covid. Mais c'était de la peur beaucoup liée à l'ignorance ou aux médias. Enfin voilà, il y avait un peu ce truc-là où en fait, on nous bombardait de on va mourir, on va mourir. Et du coup, en plus, le Népal, c'est quand même un petit pays à cheval entre deux gros pays qui s'entendent pas forcément très bien tout le temps. Donc la Chine et l'Inde. Au milieu, il y a le Népal. Ensuite, Inde, Chine. Et en fait, le Népal dépend beaucoup des deux pour tout ce qui est énergie, gaz, eau, etc. Donc en fait, dès qu'il y a un souci et que le Népal se positionne un peu, un des deux pays dit OK, je te coupe l'accès à l'eau. Donc eux, ils étaient un peu dans un moment touchy où ils avaient peur, où ils savaient que c'était le tourisme aussi qui amenait le Covid. Donc nous, les Européens qui voyagent, enfin, faut dire ce qui est aussi. Quand on voyage comme ça, c'est aussi quelque chose de privilégié. Faut le dire également. Enfin voilà. Et il y avait un peu ce truc de voilà, le tourisme amène quelque chose qui va tous nous tuer. Bon, c'était pas le cas, mais voilà, je comprends la peur. Et en plus, ils étaient dans une situation géopolitique où s'il y a une merde, on est dans la merde, de ouf quoi. Mais surtout que le Covid, ça a été... Enfin, les médias ont vraiment rendu ça comme quelque chose de terrifiant. Bah oui, c'était voilà, bon bref, mais oui, c'était un média de la peur totale quoi. Comme enfin bon, pardon, j'allais partir sur un autre débat mais et bref pour plus tard. Et enfin bon voilà, et du coup la situation était touchy, mais elle était pas présente. Moi quand je suis arrivée au Népal, il y avait à ce moment-là 0 cas de Covid au Népal. C'était vraiment 0 et en Asie, ça se baissait, enfin ça stagnait de ouf. Mais en Europe, ça commençait à arriver. Mais ça commençait à arriver et ça commençait à se tirer dans les pattes. Genre les Français disaient ouais, les Espagnols, c'est normal que ça vous arrive, vous êtes pas safe. Genre, tout le monde se flinguait dessus en mode vous savez pas gérer, nous on saura mieux gérer. Au final, ça tombait sur tout le monde parce que personne n'a su gérer en fait. C'était une dégringolade totale. Dégringolade totale. Et sauf que tout le monde disait moi je fais mieux, sauf que évidemment personne n'a fait mieux, si ce n'est en Asie au final. Et en fait, il y avait une montée, mais pas forcément intense. Et moi, à ce moment-là, je suis partie avec cet assaut. Pardon, je suis passée un peu pour Z pour aller à M. Mais avec cet assaut-là, on est parti donc dans les jungles. Et en fait, le jour où on a coupé nos téléphones, c'est le jour où il y a eu un pic de Covid mondial partout. Ben oui, mondial du coup. Et surtout en France, on est passé de peu de cas à je sais pas combien de centaines de cas, mais du jour au lendemain. Et du coup, ça a été la merde. Il y a eu les annonces de confinement, etc., qui sont tombées juste après. Et moi, du coup, je savais pas. J'ai pas été au courant. Parce que j'avais pas d'internet, pas d'électricité, j'avais pas de téléphone, j'étais dans ma jungle, quoi, tranquille, en train de faire mes études, en train d'étudier les oiseaux et les fleurs. Et on savait pas du tout ce qui se passait. Mais du coup, quand t'as eu de nouveau accès au réseau, t'as dû halluciner. Ah la merde, c'était chaud de ouf. Genre vraiment. En fait, il s'est passé pas longtemps en plus, il s'est passé 2-3 semaines, quelque chose comme ça. Mais en fait, tout a changé en 10 jours, en fait. Ça allait très vite. C'est allé super vite. Et moi, après, justement, je devais partir en Indonésie. Parce qu'à la base, on se rappelle, je voulais partir vers l'Indonésie, sauf que en 5-6 mois, bam, Népal, autre côté. Et du coup, j'étais en mode, non, quand même, j'ai envie d'aller en Indonésie. J'ai travaillé avec des volatiles, des mammifères, etc. Maintenant, des animaux terrestres, mais j'ai pas travaillé encore avec des mammifères marins. Let's go, allons-y, je vais aller travailler en Indonésie, je vais trouver quelque chose sur place, etc. Et en fait, je suis redescendue de ma petite jungle. Et heureusement, j'étais avec cet assaut parce que du coup, ça nous a permis d'avoir un cadre. Parce que du coup, au Népal, c'était la merde. Et, et en fait, on a rallumé nos téléphones. Et là, mais c'était... j'avais l'impression que j'étais partie 4 ans. Vraiment, j'étais en mode, merde. C'est la fin du monde. Ouais, j'ai fait un saut temporel. On est en 2042.
j'ai aucune idée d'où je suis, c'est le bordel. Et puis c'était très inquiétant parce qu'on parlait beaucoup il y avait voilà une espèce de média de l'inquiétude qui se développait aussi. Et voilà, donc gros bordel. Et en fait, du coup, ben, moi, évidemment, tous mes vols étaient annulés. Et puis tout a été bloqué. Et le Népal, ça a été un pays qui a été un enfer sur le confinement, avec plus d'accès, les supermarchés, tout était fermé. Et très vite, le pays s'est retrouvé vide de denrées alimentaires. Il y avait une peur énorme de l'autre et surtout des étrangers. C'était assez ouf en fait de vivre ça. Et puis on était enfermés en fait. Vraiment, on n'avait pas le droit de sortir du tout. C'était enfermé. Et puis en fait, du coup, je me suis retrouvée confinée là-bas, bloquée là-bas. Et ça a duré une semaine de plus avant de pouvoir être rapatriée. Mais une semaine qui m'a paru être des mois parce que on était dans l'inconnu tout le temps. On savait qu'on était bloqué, qu'on pouvait rien faire. Sauf qu'entre-temps, on apprend que l'ambassadeur se démène pour essayer d'avoir un vol de rapatriement. Sauf qu'on n'est pas sûr de pouvoir être dessus. Sauf qu'entre-temps, il faut que nous, on revienne à la ville. Sauf que tout est bloqué, on n'a pas le droit. Du coup, c'est par des contacts pas forcément nets qu'on a réussi à avoir un transfert par un billet mi-militaire, mi-policier vers la ville. Enfin, ça a été un bordel de ouf pour pouvoir rentrer à la capitale et pour pouvoir être dans les hôtels dans lesquels les touristes étaient enfermés pour pouvoir être rapatriés. Et ça a été waouh, quoi. Bah, c'est sûr que quand. Enfin, oh, j'arrive plus à parler. Du coup, moi, j'étais en France à ce moment-là et on nous parlait pas. Enfin, on parlait que des gros pays, tu vois. Donc, par exemple, le Népal, je savais pas du tout comment ça s'était passé là-bas. Et effectivement, quand ils parlaient des touristes, ils disaient que les touristes étaient pour être rapatriés. Mais c'est sûr que du coup, on savait pas comment ils étaient. Enfin, la situation, comme tu dis, où du coup, tu pouvais pas sortir, tu pouvais rien faire et tu devais parler un peu avec des gens louches pour revenir. Bah, ça, tu vois, on était juste en mode ah, bah, ils prennent un avion et ils rentrent. Tu vois, on Non, n'était pas c'était au une merde courant. horrible. Ah non, ça a été un calvaire, c'était un truc de fou. Mais je me rappelle quand. Mais après, ça a été mon cas au Népal. Oui, c'était Notre pas cas tout au le Népal, monde. c'est que je sais que ça a été très différent selon chaque pays, qu'il y en a, c'était trop. J'ai un pote justement, il était en Thaïlande à ce moment-là, il me disait, mais best life. Et je suis en mode, putain, j'aurais dû rester là-bas. Mais, mais c'est vrai que le Népal, c'était compliqué. Moi, en plus, j'ai eu le dilemme parce qu'on savait pas combien de temps ça allait durer. Au début, on parlait de confinement de 2 semaines. Oui. Et j'ai eu un peu ce truc de me dire, bah moi j'étais partie en fait de France. Enfin, j'allais revenir un jour, mais à ce moment-là, j'avais fait que 6 mois sur un voyage que je pensais allait durer 2 ans, 3 ans. Et je comptais aller faire un an en Australie. Enfin, moi, je comptais revenir par l'autre côté du globe. Donc, bon, bah, ça s'est pas passé comme ça. Au final, heureusement, je pense que j'ai eu besoin d'autres choses aussi à ce moment-là. Mais j'avais ce truc de me dire, et bah, si je restais, peut-être qu'il faut mieux que je reste, peut-être que je vais rester, je vais attendre que ça se tasse, puis après, je vais reprendre mon voyage. Et en fait, c'était une idée de merde. Heureusement que. Et surtout que parce que j'étais avec cet asso aussi, scientifique, bah, c'est eux qui m'ont pris en charge. Eux, ils m'ont dit, si tu restes pas avec nous, bah, tu te démerdes. Oui, donc Et en fait, c'était j'étais mieux. là, mais en fait, je crois que là, il est plus judicieux de pas trop me démerder, de vraiment suivre, d'être une adulte responsable et de suivre le move. Et, euh, et c'est ce que j'ai fait, mais ça a été un bordel pas possible parce que déjà, en fait, en gros, nous, on s'est inscrit sur un possible vol de rapatriement qui n'existait pas encore. Sauf que pour être inscrit, il fallait avoir genre 350 personnes inscrites dessus minimum. Sauf que, évidemment, premier arrivé, premier servi. Parce qu'il y avait qu'un vol de prévu, pas deux, hein, qu'un seul. Donc, il fallait être dessus. Donc, nous, on s'inscrit dessus. Ensuite, pression de ouf, parce que le mec, il dit, ah, mais attendez, vous n'êtes pas à la capitale. Si vous n'êtes pas à la capitale, je ne peux pas vous inscrire dessus. Donc, vous perdez votre place. Donc là, il a fallu trouver un moyen de rentrer à la capitale. Donc là, c'est là où les contacts un peu chelous qui nous ont aidés. Mais c'était un truc de ouf. On était dans une caisse, on a fait 6 heures de route où on s'est fait contrôler je sais pas combien de fois sur la route, il fallait avoir le masque, le machin, etc. Il y avait personne par un chat. Enfin, c'était pas du tout comme en France où tu sais, on pouvait sortir un peu 1 heure ou quoi, mais rien à voir. Les supermarchés étaient fermés. Et en fait, c'était horrible, c'était hyper angoissant parce qu'il y avait un groupe français au Népal et il y avait des messages tous les jours de gens qui disaient je suis à Katmandou, la capitale, je suis à la capitale, je sais plus où me loger, les hôtels sont saturés, il y a plus de logement nulle part, je suis à la capitale, j'arrive pas à me nourrir, j'arrive pas à trouver de denrées alimentaires, est-ce que quelqu'un peut m'aider? Enfin, et c'était ce genre de C'était message tous les jours, angoissant. tous les jours, tous les jours. Et Ouais. ça, mais c'était une angoisse de ouf. Et j'étais en mode putain, mais en fait, je vais carrément rester avec l'asso et pas du tout partir dans mon coin. Et même, en fait, la famille avec laquelle j'étais avant, avec qui j'avais fait le volontariat où j'avais dans un refuge pour chiens, avec qui je m'entendais super bien. Hein. En plus, vu que c'est des choses très intenses où tu vis avec les locaux et tout,
bah, une semaine ressenti 3 mois, 3 mois ressenti 6. Enfin, tu vois, tout le temps n'existe plus trop. Et puis, tu as peu ton téléphone et tout. Donc, voilà. Et en fait, ces gens-là, on était quand même proches, on s'écrivait. Et je leur ai dit, écoutez, est-ce que si j'arrive à revenir à la capitale, vous êtes OK pour m'accueillir? Et moi, je participe à ma manière et tout. Et ils m'avaient dit, bah, franchement, on est désolé, mais non, parce qu'on a trop peur. On a l'impression qu'on va mourir. Et là, on veut que personne rentre dans notre maison. Donc, non. Et j'étais en mode, bah, OK, pas de souci, je comprends, mais du coup, voilà, on était à ce niveau-là de peur. Et du coup, bah, je comprenais. J'étais en mode, bah, si moi, je compte sur eux, ou d'autres. Si je compte sur d'autres choses extérieures, peut-être qu'un jour, je vais être vraiment dans la merde. Et ça, je peux pas. Et voilà. Et au final, on se retrouve à Katmandou, à la capitale, parce qu'on a été rapatriés. Et en fait, à la capitale, on avait déjà, parce que ça faisait partie de toutes les étapes de notre voyage, du coup, de cette expédition scientifique, on avait prévu à la fin d'être dans une espèce de auberge hostel où on était déjà qui était déjà réservé, où on avait déjà des chambres et tout. Et on s'est dit, bah vas-y, vu qu'on a déjà réservé là-bas et que l'endroit n'est pas saturé, que les gens, on les connaît tout, enfin les gens de l'assaut connaissaient tout, on va aller là-bas, comme ça on est tranquille. Et au moins on sait qu'on est dans un endroit pas saturé, entre nous, avant que le vol de rapatriement arrive, parce qu'on savait toujours pas quand est-ce qu'il allait arriver, ce vol de rapatriement. C'est digne d'un thriller, tout ça. Ah, non, mais attends la suite. Et genre, ce qui est ouf, c'est que du coup, on arrive là-bas, mais c'était que angoisse sur angoisse sur angoisse. On arrive là-bas, et en fait, là-bas, du coup, les mecs trop cool, ils nous accueillent, ils nous donnent à manger aussi, parce que ça faisait un moment qu'on n'avait pas bouffé un truc et tout. Et genre, au bout d'un moment, on reçoit un autre mail de l'ambassade qui nous dit, bah en fait, non, tous les étrangers sont tous rassemblés dans certains lieux spécifiques. Il y en avait genre 5 en ville. Parce qu'en fait, une fois que les vols étaient organisés, ils faisaient les pick-up des étrangers en fonction des 5 lieux. Du coup, si c'était dans un autre lieu que un des lieux de gérance pick-up par l'ambassade, on t'oubliait, on te comptait pas. Et en même temps, je comprends, tu peux pas faire moi je suis là, Oui. moi je suis là, tu peux pas faire taxi, il fallait rassembler en fait. Et sauf que c'était trop. Du coup, il a fallu qu'on trouve un moyen. En fait, déjà, sur les 5 lieux, il y en avait 4 qui étaient saturés. Il y en avait plus qu'un. Attends la suite. Il y en avait plus qu'un où il y avait de la place. Du coup, on se dit, bah ok, on va là-bas. Et du coup, il faut qu'on trouve un moyen d'aller là-bas. Donc en fait, le truc, c'est qu'il y avait des vols de rapatriement selon les nationalités. Et genre, le lendemain de ce jour-là, il y avait un vol de rapatriement pour l'Allemagne. Et du coup, nous, on s'est fait passer pour des Allemands, pour dire, on a notre vol demain, il faut vraiment qu'on aille dans cet hôtel-là, parce que sinon, on ne sera pas rapatriés. Et du coup, on était dans un taxi, on était genre à 7 avec des sacs qui nous montaient comme ça, tu sais, les taxis face-face. Et on était à 7 comme ça avec nos sacs, et on parlait en allemand en mode, ya, allô. Et genre, c'était tellement ridicule. Et en fait, on avait vécu des choses tellement bizarres cette semaine-là que limite, c'était OK comme moment. Ouais, au bout d'un moment, tu lâches l'affaire, quoi. Ouais, tu lâches l'affaire, t'es en mode, mais je suis plus à ça près, quoi. Et en fait, du coup, on est arrivé à l'hôtel en question dans lequel on fallait être rassemblés. Et l'hôtel, c'était pas l'hôtel. C'était genre l'hôtel, quoi. C'était le Everest Hotel. C'était un hôtel 5 étoiles hyper fancy de Katmandou. Sauf que nous, on était les plus gros babos du pays, quoi. On était là en tongs chaussettes, les cheveux gras de ouf, nos sacs de camping et tout. Enfin, on revenait de plus de 15 jours dans la jungle à l'arrache, quoi. Mais on était là, mais c'est tellement lunaire qu'on est arrivé devant le truc, on a explosé de rire. On était là, mais non, mais c'est trop bizarre quand même comme situation, vraiment. Il y a que dans ce monde qu'on peut vivre des choses pareilles. Et en fait, une fois qu'on est rentré dans l'hôtel, en gros, il y avait des vigiles à l'entrée. Et la règle, peut-être je te fais un trop gros tunnel, non, faut que j'abrège. Ouais. Je suis désolée, pardon. Bah après, c'est moi aussi, je devrais t'en Ouais. recadrer, mais l'histoire est intéressante. Ouais, l'histoire est folle, mais pardon. Du coup, vas-y, essaye de finir Ouais, pardon, rapidement. je fais vite, excuse-moi, mais je me tunnelle toute seule aussi. Et pardon. Et non, en gros, donc la règle, c'était qu'une fois qu'on rentrait dans l'hôtel, on n'avait pas le droit de sortir. Et du coup, les vigiles de l'hôtel, une fois qu'on était rentrés, si on voulait sortir, ils nous disaient non, vous n'avez pas le droit, vous êtes rassemblés, etc. Et sauf que du coup, on n'avait pas le droit de sortir, mais il fallait qu'on ait des chambres. Et du coup, le manager, sauf que, bah, évidemment, comme beaucoup de gens pendant une période de crise, ils essayaient un peu de profiter de ce moment-là. Et en fait, vu que les managers nous donnaient des chambres, ils nous demandaient des prix de ouf. Mais genre, des trucs de malade. On était en mode, mais mec, genre, ton prix, il n'existe pas, c'est pas possible. Là, t'es vraiment en train de nous arnaquer et tout. Et d'autres gens qu'on croisait dans le hall nous disaient, ah mais non, mais là, ils sont en train de vous arnaquer. Nous, on a payé 4 fois moins cher et tout, machin, pour les mêmes forfaits. Et du coup, on lutte contre les mecs. Et au bout d'un moment, on dit, bah, tu sais quoi,
Rien à foutre. Vous voulez pas nous faire monter dans les chambres, vous avez pas le droit de nous laisser sortir. Nous, on rentre de camping, on a nos réchauds, nos pâtes, nos sacs de couchage, on campe ici. Du coup, on commence à monter notre camp dans l'hôtel 5 étoiles et à s'installer. Et là, le mec, il arrive paniqué en mode ok, pardon, j'ai appelé le manager, c'est bon, on va vous faire un bon forfait et tout, voilà. Et bref, voilà. Et après, du coup, on est resté là, ce qui était un cadre plutôt cool, jusqu'à ce que le vol de rapatriement arrive, qui est arrivé quelques jours plus tard. Fin du tunnel. Je suis désolée. Non, pour le coup, Mais en plus, ça faisait moi hyper aussi. longtemps que j'avais pas raconté cette histoire et du coup, ça m'a rappelé incroyable, mais c'était fou. Du coup, recadrons un peu tout ça. Donc Ouais. après, tu rentres en France. Ouais. Je me suis emballée de ouf. Attends, je vais lire les questions pour moi aussi. Donc après, tu rentres en France, etc. Et du coup, tu te lances vraiment dans ta carrière de cinéma, enfin de réalisatrice et comédienne. C'est pas ça? Non, alors, réalisatrice et comédienne, ça, je l'ai été depuis un moment, en fait, déjà. Moi, le théâtre, le cinéma, j'ai commencé très tôt, entre mes 13 et mes 15 ans. Et c'est toujours resté. Et en fait, même quand j'étais en école de cinéma, je faisais du théâtre à côté, du chant, enfin, je faisais plein de trucs, j'avais joué dans des pièces, enfin, super cool. Et sauf que quand je suis rentrée en France, bah, c'est là qu'on va revenir sur un autre tunnel. Quand je te parlais que quand tu reviens de voyage, t'as un peu un déséquilibre qui se fait, t'as besoin un peu de te remettre en place. Ben moi, là, ce déséquilibre, je l'ai eu fois 10 000. Je suis rentrée d'Asie, mes plans s'étaient pas du tout passés comme prévu, j'avais pas vraiment d'option 2, donc j'étais complètement paumée. Je savais plus trop ce que je voulais faire non plus. Entre-temps, j'avais réalisé des films, même j'avais un de mes films que j'avais co-réalisé l'année dernière, qui était en pleine promotion et tout, donc c'était cool. Mais voilà, j'étais un peu paumée, je savais plus trop ce que je voulais faire, j'étais... Enfin, compliqué, quoi. Et en plus, le Covid, et en plus, je me retrouve un peu bloquée. Et de fil en aiguille, je me retrouve en Espagne, où je devais passer un week-end. Au final, j'y suis restée 8 mois. Et, et ça a été un peu, on va dire, une remise à niveau. Où là, j'ai un peu exploré, j'ai un peu cherché, je me suis un peu cherchée aussi. Il faut pas oublier qu'à ce moment-là, j'avais 22, 23 ans. Donc en fait, bah, ces âges-là, on se cherche encore beaucoup. Et j'étais encore dans cette démarche-là, de recherche, etc. Et puis, je pense que j'ai eu un moment de down aussi quand même assez long, qui a duré 1 an, 2 ans, où j'étais pas forcément bien. J'ai essayé de revoyager après, quand ça s'est calmé, mais au final, c'est pas forcément bien passé. Donc, plein de choses. Et en fait, après tout ça, je me suis retrouvée de nouveau à Paris. Et suite à une séparation, euh, ça a été, bah, pareil, cette séparation a été un énorme déclic de vie trop cool qui m'a permis d'aller énormément de l'avant. Mais ça, après, en général, les trucs un peu durs de ma vie m'ont permis d'avancer très vite et très fort. Et ça a été. J'espère que ce sera toujours comme ça, même si bon, je pense que non, mais voilà. Et suite à cette séparation, bah, du coup, au final, je me suis construit une vie à Paris au même moment. Je me suis reconstruit une vie à Paris au même moment super. Où vraiment j'ai avancé très vite, où j'ai retravaillé à fond dans l'audiovisuel. J'ai travaillé avec France TV pendant un long moment. Et ça a été génial. J'ai travaillé en production audiovisuelle pour une émission politique. Et ça a été top. À côté de ça, je faisais plein de petites vidéos. Je tenais une page Insta. Je faisais plein de trucs, quoi. Et c'était génial, c'était trop bien. J'ai adoré cet ancrage-là à Paris que j'ai retrouvé. Et en fait, après ça, je pensais rester, mais je sentais que j'avais encore un peu un envie d'aventure, etc. Et que France TV, c'était cool, mais j'avais fait le tour. Et en est venu bah, le Paraguay. Là, j'ai eu une opportunité de job là-bas qui a été super. Et du coup, je suis partie vivre là-bas pendant 1 an, mais du coup, dans un contexte plus docile, on va dire, où vraiment j'avais un contrat, j'étais assurée, je travaillais pour, pareil, en production culturelle audiovisuelle, j'ai réalisé un film là-bas, j'ai fait de la VF là-bas, enfin, ça a été super et ça a été vraiment la reprise, on va dire, de tout le secteur audiovisuel. Ok. Mais du coup, quand tu crées tout ça, quand enfin, tes films et tout ça, est-ce que tu penses aux personnes qui vont écouter ou regarder après de l'autre côté ton histoire? Est-ce que tu penses à qu'est-ce qu'ils vont ressentir? Bah ouais, bien sûr, bah, l'idée des films, c'est d'en faire d'autres. Donc, certes, je fais des films pour moi, mais aussi, mais pas que. Sinon, sinon personne ne le verrait, il ferait chier tout le monde, quoi. Et voilà, je pense qu'encore une fois, il y a un équilibre à trouver entre l'art qu'on veut faire, mais je pense que le challenge aussi de l'art, c'est de toucher les autres également. De pas faire les choses que pour soi. C'est pas quelque chose d'égoïste. On peut être égoïste et égocentré pour être artiste, mais il faut pas que le désir de développer une œuvre soit dans une démarche égoïste, parce que sinon on n'avance pas. Sinon, Ouais, c'est surtout que l'art, c'est important enfin, quand tu vas à une expo, par exemple, c'est bien de partager, en fait.
Ouais, puis surtout, l'art sans public n'existe pas. Un concert sans spectateurs, un tableau sans visiteurs, un film sans gens dans la salle, ça va nulle part. Ouais, je suis bien L'art d'accord. fonctionne parce que c'est collectif. Et cette collectivité-là, évidemment, il faut y penser. Sans s'oublier, bien sûr, développer sa patte, c'est important. Mais il faut jamais oublier qu'il y a des gens derrière et que c'est à eux qu'on s'adresse. C'est les gens derrière qui feront vivre ça. Et ça, autant dans la réalisation que dans le jeu. L'idée, c'est de toucher aussi. Tu dis souvent apparemment que tu ne veux pas d'une vie... Waouh, j'arrive plus à lire. Que tu ne veux pas d'une vie d'apparence. Qu'est-ce que ça signifie pour toi? Quoi? Non? Alors, c'est quelqu'un de la prod qui nous a dit ça. Donc, apparemment, tu dis souvent que tu ne veux pas vivre d'une vie d'apparence. Ouais, moi, je dis beaucoup de choses aussi. Dans quel contexte j'ai dit ça? Je ne sais pas. Bah, la prod ne sait plus aussi visiblement. Bah, c'est pas grave, on va changer de question. Non, mais peut-être que... Ok, non, je crois que je vois. Je crois que ça revient à mon père encore une fois. C'est de vivre une vie qu'on veut vivre quand même. Oh là, attention, ça c'était vraiment de la philosophie PMU, dimanche 15h, 4 h. Mais genre, je pense, oui, une vie d'apparence dans le sens où... Alors, c'est là où je vais me contredire. L'art, on le fait certes pour nous, mais pour les autres. Mais par contre, la vie, on le fait aussi pour soi. Enfin, surtout pour soi, en fait. C'est évidemment, il y a des règles. Je peux pas me lever un matin et emmerder tous mes voisins, tu vois, ou voilà, ou accepter qu'on me fasse chier. Tu vois, c'est pas possible, ça. Mais par contre, notre vie, on la vit pour nous, quoi, tu vois. Genre, moi, quelqu'un qui m'emmerde, j'ai pas envie de perdre mon temps avec. C'est comme, moi, je suis à un date et en fait, ça marche pas. Ça fait 5 minutes que je suis là, tu le sens, et je dis, bon, bah non, désolé, je me casse. Enfin, ça va pas le faire. Il y a quelqu'un qui dit ne pas vivre pour le regard des autres, en gros. Ouais, voilà, totalement. Exactement. En fait, le regard des autres compte d'une certaine manière, mais c'est surtout le nôtre qui compte. Le regard des gens qu'on aime, dont on estime la vie, et le regard compte. Oh là, ça aussi, c'était une phrase un peu chiante. Non, ça c'est bien. Ok. Enfin, en tout cas, je trouve que c'est une phrase profonde. C'est que Et voilà, on vit pour soi. c'est Et moi, ça. voilà. Et le nombre de fois, dans ce que j'ai fait, dans les aventures que j'ai vécues, les projets que j'ai réalisés, les choses que j'ai accomplies, le nombre de fois où on m'a dit t'as de la chance, t'es courageuse, j'aurais voulu faire ça. Et moi, je suis là, bah, fais-le. Oui, c'est une sac à Et toi. à chaque fois que quelqu'un me trouvait une contrainte, je lui trouvais une contre-contrainte. Genre, ouais, mais ça coûte cher. Je dis, bah oui, bah tu sais quoi, ça m'a coûté tant, tant, tant. Voilà, tant, tu le gagnes en tant de temps, tant de machin, tout ça. Et en fait, bah moi, sur place, j'ai dépensé tant, donc rien, parce que j'étais logée, nourrie en échange de travail. Enfin, tu vois, ou alors, ouais, mais t'as de la chance que ça tombe sur toi. Ben non, je l'ai cherché aussi. J'ai eu de la chance dans certaines opportunités, mais les opportunités, je les ai déclenchées également. Et parce que t'es parti de rien. Enfin, t'es parti avec rien, surtout. Ben, je pense qu'on part jamais de rien, dans le sens où, encore une fois, il y a l'acquis, il y a l'inné. Par contre, si on parle en termes de finances, de travail, de volonté, de timing, de tout ça, tout se construit, quoi, tu vois. Et certes, moi, quand je suis partie et que j'ai eu besoin de me prendre un aller simple pour, l'Asie, ben, en fait, ça faisait 1 an et demi que je bossais en bar à côté de mes études, que j'étudiais le jour, que j'allais bosser en bar la nuit. Et du coup, ben, au moment où il a fallu sortir ces sous-là, je les ai eus, je les avais. Mais c'était un choix aussi de bosser dans un bar à côté de mes études pour m'aider à les payer, certes, mais également pour économiser pour le jour où ce jour arriverait. Et quand t'es pas à mi-temps et que t'as plus de temps pour bosser à côté, bah, le temps, tu l'as plus vite. Va faire une saison quelque part et au lieu de sortir, économise et paye-toi ton aller pour l'Asie. Et puis si t'as pas de thunes, bah, fais des volontariats et paye juste tes trajets je sais pas, vends tes pieds sur OnlyFans. Enfin, je sais pas, j'ai pas fait ça, j'ai pas fait ça. Oui, il faut essayer de se Mais donner les chacun, moyens. voilà, chacun son truc, chacun son business. Il y en a qui en développent des business, des pages Insta, enfin, pour moi, il y a des solutions, quoi, voilà. Surtout à notre époque, il y a tellement de possibilités. Il y a des possibilités. Après, c'est vrai qu'il y a des chances aussi. Oui, j'ai la chance, et ça, en voyageant, on s'en rend compte énormément. J'ai la chance d'avoir un passeport français. Et un passeport français, ça me donne accès à beaucoup de pays sans visa, gratuitement, etc. Ce qui n'est pas le cas de la plupart des gens que je visite ou des amis que je me fais à l'étranger. Il y a aussi... Enfin voilà, ça, c'est des questions de chance, vraiment. Justement, avec tout ce que tu as vécu, parce que j'ai cru comprendre qu'il y a plein d'anecdotes que tu n'as pas racontées. Ouais. Avec tout ça résumé, qu'est-ce que tu dirais à la petite Ethel pour, je sais pas, l'encourager, ou qu'est-ce que tu aurais envie de dire à la petite toi? Bah, de continuer pareil. Que sa vie, elle va être trop bien. Est-ce que tu aurais des paroles d'encouragement, peut-être? Je sais pas, par exemple, qu'est-ce que tu lui dirais au décès de ton père? D'accepter que le chagrin passera jamais, mais que ça nourrira d'autres parts de toi. Et si tu devais résumer ta vie en une petite phrase? Ou une longue phrase?
Bah, prends ton temps, la vie est courte. Oh, c'est une belle phrase. Ça pourrait être une devise. J'aime bien. C'est un peu ma devise. C'est ta devise? Je l'avais même gravé une fois derrière un iPod Nano, jadis. Les souvenirs. Les souvenirs, mais oui. Pour moi, c'est une phrase qui a beaucoup compté pour moi et qui compte encore beaucoup aujourd'hui. Parce que justement, il y a un peu ce truc de vite tout faire. Joie, encore une fois, vice-versa. Allez, start-up, on y va. Tu vois. Et en fait, prends le temps de vivre les choses pour bien les vivre. C'est vrai qu'on prend pas assez le temps, on est trop impatient, on va trop vite, on veut toujours s'occuper, toujours faire des choses. Et la phrase qu'on dit tous en général, c'est j'ai pas le temps de faire ça. Ouais, c'est YOLO, c'est tout ça, mais bullshit. Enfin, à mon avis, hein, chacun fait ce qu'il veut. Mais voilà, prendre son temps de vivre les choses, de ressentir les choses, de ressentir les douleurs, les peines, les joies, de pas partir une semaine et faire 4 villes en 3 jours, mais de prendre le temps d'aller, de rencontrer des gens, de se poser quelque part. J'ai tellement beaucoup plus voyagé en restant posé un mois au même endroit, dans la même famille, qu'en faisant une semaine dans 5 villes différentes. Ouais, se reconnecter un peu avec la Voilà, réalité. prendre son temps dans son travail, d'accepter aussi d'en faire le tour. D'accepter d'avoir pris le temps d'en faire le tour et de passer à autre chose. De prendre le temps dans sa vie, dans ses relations, avec ses amis. Il y a un proche qui me dit beaucoup la vie est un marathon, pas un sprint, et je suis tellement d'accord avec ça. C'est une belle phrase pour clôturer le podcast. Ouais, voilà. Amen. En tout cas, merci beaucoup, c'était super intéressant. Et je pense qu'il y a plein d'histoires que j'aimerais connaître plus tard. On ira boire un verre avec juste plaisir. Après. On ira Avec s'ouvrir plaisir. une petite bouteille de pinard. Merci beaucoup d'être venu, franchement c'était très intéressant. Et puis de s'ouvrir aussi, c'est comme j'aime à le répéter, c'est pas toujours simple. Et t'as beaucoup de choses à raconter. Ouais, bah, merci à toi de m'avoir invité. Et à la prod. Merci à la prod qui a eu un peu de mal. Merci à tous en tout cas de nous avoir suivis. Donc le podcast c'est fini pour aujourd'hui. Vous pouvez nous suivre sur nos réseaux sociaux, Instagram, YouTube, TikTok, Twitch du coup, et je crois que je n'ai rien oublié cette fois-ci, pour suivre nos actualités, pour aussi avoir d'autres extraits d'autres invités. N'hésitez pas à aussi lâcher un petit pouce parce que les histoires étaient très intéressantes. Lâchez des petits commentaires si vous étiez au Népal par exemple lors du Covid. On sait jamais. En tout cas, je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir. Ciao, ciao.